Basara était un vilain perdant qui a été exilé du clan des héros après avoir détruit le village. Cependant, tout change lorsqu'il emménage avec deux demi-sœurs démoniaques qui sont pourchassées, mais la seule façon de leur donner des pouvoirs est de devenir bizarre avec elles. Au début, Basara est amené dans un restaurant par son père, Jin, qui veut le présenter à ses nouvelles sœurs adoptives, ce qui, selon Jin, serait bon pour leur famille. Oui. En attendant l'arrivée des filles, Basara va pisser, mais quand il ouvre la porte, il trouve une méchante rousse au gros sein qui fait ses affaires et se rend compte qu'il a fait une erreur en ne frappant pas. Désespéré, il l'empêche de crier, la suppliant de comprendre que c'est un accident, mais elle parvient à le repousser et le traite de sale type. Juste avant d'écraser ses myrtilles, Jin apparaît avec son autre sœur pour lui faire remarquer que la nana aux cheveux roux est sa sœur. Ils s'assoient tous et la fille aux cheveux rouges se présente comme Mio, tandis que la petite fille se présente comme Maria. Lorsque Basara pose des questions sur leur mère, Jin dit qu'elle est actuellement à l'étranger, ce qui semble un peu suspect. Le lendemain matin, Basara se réveille et trouve Mio sur lui, disant qu'elle veut le réveiller en engloutissant son glizy pour le rendre heureux et commence à rebondir quand il remarque soudainement quelque chose de dur sous la couverture. Elle l'attrape pour être déçue quand il s'avère que c'est un disque. Mais avant même de l'avoir vérifié, elle tombe et quand Basara le regarde, il se rend compte que c'est un jeu interdit. Mio prend cela comme une preuve qu'il est un sale type, mais il proteste et trébuche accidentellement sur les draps, tombant sur elle. En réponse, elle enfonce son genou dans son créateur de bébé avant de le laisser souffrir. Ensuite, Basara descend vers la cuisine et salue Maria, mais est choqué quand il voit qu'elle ne porte rien d'autre qu'un tablier. Voulant faire bander ses ballonnets de viande, elle se retourne pour le taquiner et montre qu'elle n'est pas exactement à plat sous le tablier. Elle lui demande alors s'il a vu le jeu qu'elle lui a laissé, ce qui le met en colère, réalisant qu'elle a planté le jeu, ce qui le faisait ressembler à un dégénéré. Elle lui demande même s'il veut sauter le jeu et l'essayer avec elle pour de vrai. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Jin entre et Basara supplie son père de l'aider, mais Jin lui dit simplement de tirer dehors pour éviter de faire des bébés tabous. Cet après-midi-là, après le shopping, Basara quitte Mio un moment pour retrouver son vélo, mais ensuite des salauds s'approchent d'elle et lui proposent de lui faire rouler un train. Elle les avertit de ne pas la toucher, disant qu'elle mettrait fin à leur lignée, mais ils en rient. Lorsque Basara arrive, il défend Mio et gère complètement ses crétins pathétiques en utilisant son vélo avant de s'échapper rapidement avec Mio. Sur le chemin du retour, elle s'excuse pour ce qui s'est passé, mais Basara lui assure que tout va bien et promet de les protéger comme leur grand frère, ce que Mio accepte. De retour chez lui, Basara regarde Jin préparer son équipement puisqu'il part immédiatement pour un tournage à Dubaï. Après que Jin soit parti dans un taxi, Basara retourne à l'intérieur où il retrouve ses demi-sœurs dans le salon. Lorsqu'il les trouve, il leur demande avec désinvolture ce qu'elles devraient manger pour le dîner. Mais les filles l'ignorent froidement comme s'il était un insecte sans valeur. Il suggère de commander des plats à emporter, mais Mio lui dit catégoriquement de quitter la maison comme si elle était propriétaire des lieux. Lorsqu'il lui demande de répéter cela, Maria attaque soudainement et utilise un sort de vent pour le clouer au mur. Alors qu'il est par terre, Maria s'approche et le réprimande pour avoir désobéi aux paroles de Mio avant de révéler sa véritable forme de succube, disant que dans un monde de magie et de dieux, elle est un démon. Alors qu'elle enfile sa tenue de démon bizarre, Basara demande si Mio est aussi un démon et Maria déclare que Mio est le futur seigneur démon. Ils disent à Basara d'aller vivre ailleurs, mais il est clairement blessé et demande si Mio faisait juste semblant de tous les moments tendres qu'ils ont passés en famille. Mio reste silencieux et Maria est fatiguée de ses questions. Elle lui jette donc un sort de lavage de cerveau pour lui faire quitter la maison et lui servir de camp de base démoniaque. Cependant, à leur grande confusion, Basara reste immobile lorsqu'on lui ordonne de partir et il passe soudainement devant eux et se lance derrière eux deux. Maria essaie de le tuer, mais Basara invoque une épée et annule sa magie avec facilité. Il révèle alors que dans un monde de dieux et de démons comme elle, il est un héros. Mio affirmait que tous les héros sont censés être dans leur village caché, mais il refuse d'expliquer quoi que ce soit. Il entre pour les achever, mais s'arrête à la dernière seconde et leur dit de sortir à la place. De retour dans sa chambre, Basara a du mal à contrôler le pouvoir entre ses mains, déclenchant un souvenir douloureux. Une fois calmé, il appelle son père et Jeanne admet qu'il le savait déjà et qu'il faisait juste semblant puisqu'il surveillait les filles avant qu'elles ne l'approchent. Il explique que le clan des héros gardait un œil sur Mio, la fille de l'ancien seigneur démon Wilbert qui était une personne pacifique. À cause de cela, d'autres démons qui voulaient la guerre lui ont ôté la vie, mais pas avant qu'il ait envoyé sa fille dans le monde des humains, ce qui en a fait une cible. Ensuite, Jin dit à Basara de protéger les filles car elles pourraient être la clé pour arrêter la guerre entre les démons et les héros. Pendant ce temps, Mio et Maria sont pratiquement sans abri, et Maria suggère de trouver quelqu'un d'autre pour faire un lavage de cerveau, mais Mio lui dit d'arrêter de manipuler les gens. Soudain, ils sentent une barrière s'activer et des monstres apparaître, forçant Mio à utiliser sa magie du feu.
Alors que les créatures les submergent, Mio utilise également la foudre et vainc ce qui semble être le dernier démon déchiré avec l'électricité, mais celui-ci réapparaît derrière eux et la fait tomber d'une falaise. Alors qu'elle tombe, pensant que c'est la fin, Basara la voit et se précipite, la rattrapant juste à temps avant d'achever le démon lui-même. Une fois que tout est réglé, il demande pourquoi il les a sauvés et il leur montre leurs photos de famille et leur dit que leur maison restera unie comme une vraie famille. De retour à la maison, Maria demande à nouveau pourquoi il les a sauvés. Basara lui tend un verre de jus et quand elle le boit, il est surpris de la voir ne soupçonner aucun poison. Mais elle lui assure qu'elle a compris que cela n'aurait aucun sens pour lui de les empoisonner après les avoir sauvés. Cependant, elle se demande toujours pourquoi quelqu'un du clan des héros ferait preuve de pitié envers des démons comme eux. Et Basara révèle que c'était en fait l'idée de Jin de les accueillir puisqu'il connaissait déjà leur situation. Maria exprime alors son inquiétude quant au fait que le clan des héros puisse les surveiller, mais Basara explique que lui et Jin n'ont eu aucun lien avec le village caché depuis 5 ans. Pendant ce temps, Mio sort du bain, encore secouée par ce qui s'est passé plus tôt. Elle se critique d'être faible et d'avoir besoin de Basara pour la sauver. Alors qu'elle s'enfonce encore plus dans cette frustration, Basara frappe à la porte et s'excuse pour la façon dont il a agi avant de connaître leur situation. Avant de pouvoir répondre, elle perd soudainement connaissance et s'effondre. Basara ouvre la porte pour la surveiller, mais elle se réveille rapidement et lui repousse la main quand il essaye de l'aider. Elle lui reproche de s'être excusée alors que ce sont eux qui l'ont trompé, mais il admet qu'il a également caché le fait qu'il est un héros. Il dit qu'il ne les considère pas comme de mauvais démons, sachant qu'ils envisagent de lui laver le cerveau au lieu de le tuer, afin qu'aucune vie innocente ne soit prise. Même si elle n'est toujours pas sûre, Basara essaie d'apaiser les choses en les appelant sa famille et en promettant de les protéger. Ce moment est interrompu par Maria, qui plaisante en disant qu'elle est heureuse de voir à quel point ils sont proches chaque fois qu'elle n'est pas là. Elle exprime également à quel point elle est heureuse de savoir à quel point Basara est fort, voyant comment il a réussi à bloquer sa magie. Mais il lui assure qu'il n'a rien de spécial et que c'était un hasard avant de s'éloigner. Plus tard dans la nuit, Mio regarde une photo de sa famille, se rappelant comment ils ont été massacrés juste devant elle. À ce moment-là, Maria entre pour la voir et il se demande s'il devrait vraiment faire confiance à Basara et Jin tout en prétendant être une famille. Maria lui remet la nouvelle photo de famille, disant qu'ils ont de la chance d'avoir trouvé des alliés comme eux. Soudain, Maria a une idée et rassemble tout le monde dans un cercle magique qu'elle a préparé, disant que Basara et Mio devraient former un pacte de maître-serviteur. Basara se demande pourquoi c'est nécessaire et Maria explique que cela relie leurs âmes afin qu'ils puissent se sentir, ce qui lui permet de protéger plus facilement Mio. Il fait valoir que quelque chose de simple comme un dispositif de suivi fonctionnerait, mais Maria reçoit des plaintes jusqu'à ce qu'il cède. Elle ajoute que le pacte ne peut avoir lieu que sous la pleine lune, ce qui est ce jour-là, et après que Mio ait accepté à contre-cœur, Basara aussi. Ensuite, Maria dit qu'elle aidera Mio puisque ses compétences magiques sont au niveau d'un caca de chien. Et elle demande à Basara d'embrasser le sceau magique qui apparaît sur la main de Mio. Mais à leur grande confusion, le sceau apparaît sur sa propre main. Mio panique et Maria se rendent compte que cela signifie que Mio assumerait le rôle de servante à la place. Maria la presse de terminer le pacte de toute façon puisque c'est principalement pour le traçage, mais Mio refuse, disant qu'elle ne deviendra pas la servante de Basara. Basara souligne que le sceau s'estompe, mais avant qu'il puisse réparer quoi que ce soit, il disparaît et un collier se forme soudainement autour du cou de Mio, la rendant faible. Lorsque Basara la touche, elle réagit comme si elle était sur le point d'acquérir les pouces tout-puissants, et Maria explique que la malédiction s'est activée. Elle dit que le refus de Mio l'a déclenché, mais que le problème peut encore être résolu. Se révélant comme une succube, elle explique que parce qu'elle a amplifié le pacte, Mio est maintenant sous une malédiction avec un effet très sensible de besoin de se faire craquer les joues. Voyant Mio se débattre, Basara demande ce qu'il doit faire et Maria lui dit qu'il doit la calmer en stimulant ses sens aiguisés. Par enthousiasme, Maria dit qu'elle va tout enregistrer et elle le presse de la faire crier de plaisir avant que la douleur ne l'accable. N'ayant pas d'autre choix, Basara commence prudemment, touchant d'abord ses bras, ce qui lui fait émettre des bruits joyeux, puis se déplaçant plus haut, libérant des bruits joyeux encore plus forts. Quand cela ne fonctionne pas, il est obligé de la faire céder et de l'appeler son maître, tout en pétrissant la pâte pendant l'heure suivante jusqu'à ce que Mio s'installe enfin. Ensuite, pendant que Maria nettoie les jus d'amour, elle s'excuse de ne pas avoir expliqué la malédiction plus tôt. Elle est surprise de voir Basara ne pas être en colère, mais il lui dit que ce n'est pas pour lui qu'elle devrait s'inquiéter. Et juste au bon moment, Mio attrape Maria par derrière et l'entraîne après ce qu'elle lui a fait subir. Le lendemain, alors qu'ils se rendent à l'école à pied, Maria dit qu'elle restera là pour apporter son soutien à proximité. Basara se demande si les gens se demanderont qui elle est, mais elle montre un faux permis, leur assurant que tout ira bien.
Puis à l'école, Mio dit à Basara d'agir normalement en classe et de s'assurer que personne ne sache qu'ils vivent ensemble, ce qu'il accepte. Il se rend d'abord dans la salle des professeurs pour rencontrer son professeur principal, puis se dirige vers la classe pour se présenter. Le professeur lui indique où il doit s'asseoir et demande au représentant de classe, Yuki, d'aider Basara à s'installer. À ce moment-là, Basara remarque que le représentant de la classe lui semble familier, et une fois que l'enseignante est partie, elle le serre soudainement dans ses bras, choquant toute la classe. Mio est tout aussi surprise, et Basara y regarde de plus près avant de réaliser qu'elle est son amie d'enfance, Yuki. Mio intervient, disant qu'il ne devrait pas agir si près en public, mais Yuki dit que c'est normal pour eux. Cela ne fait que rendre Mio encore plus ennuyée, et elle finit par laisser échapper que Yuki ne peut pas faire ça parce que Basara vit avec Mio, choquant encore plus tout le monde. À cause de cela, Basara devient instantanément détesté par la plupart des gars de la classe. Lorsqu'il essaie de parler du déjeuner à Mio, qui est sa seule amie, elle lui dit de manger son propre glizzy et de la laisser tranquille. À ce moment-là, un mec nommé Yaiko s'approche de lui et l'invite à déjeuner ensemble sur le toit. Basara se plaint que tout le monde ne l'aime plus, mais Yadiko explique que c'est encore pire puisque Mio et Yuki sont fondamentalement les deux filles les plus chaudes de l'école que chaque homme et leur père veulent goûter. Alors maintenant, il s'est fait des ennemis partout. Basara demande pourquoi Yadiko lui parle si cela pourrait lui causer des ennuis, mais Yatako ignore cela, disant qu'il pense simplement que Basara semble intéressant et veut voir comment les choses évoluent, considérant qu'il a les deux méchants les plus chauds sous le pouvoir de son tout-puissant Glizzy. Après l'école, Basara, Mio et Maria se retrouvent. Mais Mio est toujours clairement bouleversée, alors Maria demande ce qui s'est passé. Avant qu'ils puissent en parler, Yuki se présente et demande à parler seul avec Basara. Ils vont dans un restaurant où elle est assise très près de lui et elle le remercie d'être venu et lui dit de rester loin de Mio à partir de maintenant. Basara sait pourquoi elle demande cela et c'est parce que Mio est une cible de rang S surveillée par le village, c'est ce qui signifie que Yuki est celui qui est chargé de veiller sur elle. Pendant ce temps, Mio et Maria écoutent secrètement et réalisent à quel point ils ont été négligents, ce qui permet au clan des héros de les suivre facilement pendant des mois. Mio admet qu'il aurait dû être évident que Yuki était un héros lorsqu'elle a mentionné qu'elle était l'amie d'enfance de Basara, mais elle était trop distraite à ce moment-là. Alors qu'elle commence à craindre que Basara ne les trahisse, la malédiction s'active soudainement, lui faisant ressentir des picotements aux bons endroits, ne voulant pas crémer au milieu du restaurant. Mio sort du restaurant en courant avec Maria à sa poursuite. Dehors, Mio demande ce qu'elle est censée faire quand Basara continue de l'aider, et Maria lui dit de lui faire confiance, suggérant même de l'aider à évacuer son stress refoulé avec certaines méthodes qu'une succube connaît le mieux. De retour à l'intérieur, Basara essaie de convaincre Yuki que Mio n'est pas une menace et c'est pourquoi il la protège. Même sans ses anciennes capacités, il évoque l'incident d'il y a 5 ans qui l'a fait bannir du village et Yuki dit que ce n'était pas de sa faute, mais il s'en veut toujours. Mais ensuite il dit que contrairement à lui, Mio est différente parce qu'elle fait directement face à son passé et essaie de vivre du mieux qu'elle peut, c'est pourquoi il veut la protéger. Lorsqu'ils sortent, Yuki admet qu'elle n'est pas à l'aise à l'idée qu'ils vivent avec quelqu'un comme Mio, compte tenu du danger qui la suit. Elle dit que Mio est trop faible pour se défendre contre les démons qui la poursuivent, mais Masara insiste sur le fait qu'il la protégera sans impliquer le clan. Alors qu'il s'éloigne, Yuki dégaine soudainement son épée et attaque un démon qui apparaît derrière lui. Elle explique que le pouvoir naturel de Mio attire des démons errants dans le monde humain, ce qui signifie que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle reçoive l'ordre de l'éliminer. Elle prévient qu'elle n'hésitera pas, même si cela fait de Basara son ennemi. De retour à la maison, Basara explique tout à Mio et Maria, mais elle se concentre davantage sur la raison pour laquelle il a passé autant de temps avec Yuki. Maria plaisante en disant qu'il pensait qu'il la faisait craquer sur le côté, ce qui leur ferait moins confiance en lui, alors Basara finit par s'excuser. Pour renforcer leur relation, Maria propose qu'ils se baignent tous ensemble, affirmant que cela les aidera à se sentir à l'aise les uns avec les autres, même si Basara est contre. Elle parle de se laver le dos et Mio finit par passer en premier, se disant qu'elle ne perdra pas contre Yuki. Ce faisant, elle remarque des cicatrices sur le dos de Basara mais continue de le nettoyer. À ce moment-là, Maria lui dit de passer à l'étape suivante et Mio utilise ses pepperonis pour lui nettoyer le dos tout en faisant des bruits joyeux à cause de cette sensation. Basara essaie d'arrêter sa bizarrerie en parlant du gâteau qu'il leur a apporté, mais Maria est déjà devant lui et lui apporte du gâteau dans la salle de bain. Pendant le chaos, le gâteau finit sur ses bras veineux, et les filles le nettoient d'une manière qui lui fait souhaiter que ce soit une autre chose veineuse qu'il possède. En ayant assez de leurs actions dégénérées, Basara décide de renverser la vapeur et avec sa stature dominante, ses bras masculins et sa force imposante, il domine complètement les deux filles jusqu'à ce qu'elles cèdent toutes les deux.
Mais ensuite, il se réveille soudainement à côté de Maria qui lui dit que la dernière partie de ce qu'il a fait n'était qu'un rêve. Et elle est agréablement surprise de savoir qu'il est capable de faire de tels rêves les impliquant tous les trois, laissant Basara troublé et implorant pardon. Il a ensuite posé des questions sur Mio et quand Maria dit qu'elle dort, il demande à discuter de quelque chose avec Maria en privé. Quelques jours plus tard, Mio ne peut quitter Basara des yeux, se souvenant encore de ce qu'il a dit à Yuki et de la façon dont il a dit qu'il voulait protéger Mio. À ce moment-là, Yadiko dit à Yuki que leur professeur principal veut qu'elle et Basara aident à organiser les devoirs d'été. Basara demande à Mio de l'attendre après et elle accepte, mais Yuki lui dit d'y aller car elle peut gérer les choses elle-même. Il insiste pour suivre la demande du professeur, ce qui amène Mio à les imaginer ensemble et déclenche son lien avec Basara en public, la faisant s'effondrer. Il l'emmène à la clinique où il rencontre l'infirmière sexy de l'école, Chisato, qui lui explique comment elle a finalement pu rencontrer le gage le plus populaire de l'école pour avoir attrapé les deux méchants les plus sexy, ce qui, selon Basara, est un malentendu. Elle l'avertit qu'il doit réfléchir à qui sont ses amis et ses ennemis avant de s'éloigner, lui laissant la clé. Voyant Mio souffrir toujours, Basara envisage d'appeler Maria à l'aide, mais Mio lui attrape le bras et lui demande de rester. Il appelle Yahiko à la place pour le couvrir avec Yuki, et Yahiko accepte. Alors que Mio commence à se sentir mieux, Basara demande quel genre de pensée a déclenché son état, mais elle nie tout cela. Plus tard, Basara trouve Yahiko toujours à l'école et le remercie d'avoir aidé Yuki. Mais Yahiko dit qu'il n'a pas vu Yuki et qu'elle a dit qu'elle voulait lui rendre visite ainsi qu'à Mio. Soudain, les lumières s'éteignent et Basara remarque des démons errants entrant dans le bâtiment. Il assomme rapidement Yatigo pour des raisons de sécurité, puis invoque son épée et s'occupe des démons. Au même moment, Yuki confronte Mio, lui disant qu'ils doivent être parlés. Il se dirige vers le toit et Yuki affronte Mio et révèle son identité de héros. Elle dit à Mio de rester loin de Basara, mais Mio refuse, disant qu'elle ne laissera pas sa famille derrière elle. En entendant cela, Yuki dit qu'elle n'a pas d'autre choix et elle attaque, mais Mio bloque avec une barrière magique et riposte avec la magie du vent. Le combat s'intensifie à mesure qu'ils échangent des attaques plus fortes, mais étant le combattant le plus fort, Yuki brise les défenses de Mio. Elle révèle que Bowsar ne peut plus se battre comme avant et que l'utilisation de son épée lui fait toujours mal à cause de l'incident passé au cours duquel il a accidentellement blessé ses propres alliés et a été exilé par son propre village. Pendant ce temps, Basara recherche Mio, craignant que Yuki n'aille trop loin. Il se souvient du lien magique entre eux et l'utilise pour suivre sa position. Sur ce, il arrive juste à temps avant que Yuki ne termine Mio, et ils les grondent tous les deux pour avoir rompu leur promesse de trêve. À ce moment-là, un personnage masqué nommé Lars apparaît, appelant Basara pour avoir joué au héros et menti à Mio. L'étranger révèle la vérité selon laquelle Basara et Maria ont secrètement affaire à des démons errants chaque nuit jusqu'au matin pour Mio, afin qu'elle ne devienne pas une cible. Basara essaie de l'empêcher d'en dire trop, mais se fait facilement repousser. Mio exige des réponses, et l'homme masqué explique qu'il la protège des démons attirés par son pouvoir, afin que le clan des héros ne la marque pas pour l'élimination. En entendant cela, Mio se sent coupable. Mais l'homme masqué ne fait qu'empirer les choses en disant que tout est de sa faute et qu'elle devrait renoncer à ses pouvoirs. Il invoque alors un démon derrière Mio et Busara, dégaine son épée pour la protéger. Mais le souvenir de son traumatisme passé l'empêche de frapper. Au lieu de cela, il se place devant elle et prend le coup lui-même, agissant comme son bouclier, qui se termine par sa transformation en fromage suisse. Alors que Bowsara est sur le point de mourir, Lars se moque de lui parce qu'il est pathétiquement faible, bien qu'il appartienne au clan des héros. Un Yuki enragé détruit le démon et se précipite sur Lars, mais il évite facilement toutes ses attaques et lui dit de s'inquiéter pour Bowsara à la place, disant qu'il rencontrera Michael Jackson au moment où Yuki en aura fini avec Lars. Il prévient également Mio que rester dans le monde humain ne fera que mettre les autres en danger, et si elle ne part pas, Lars peut choisir de tout mettre fin en un instant, puis il part par un portail. Ils parviennent à ramener Basara à la maison et à le sauver, mais Mio ne peut s'empêcher de penser à ce que Lars a dit, alors elle sort pour se vider la tête. Lorsque Basara se réveille, Maria s'excuse de ne pas être arrivée plus tôt et exprime son étonnement devant la rapidité avec laquelle il se rétablit. Busara lui raconte comment un héros comme lui a été entraîné intensément car il était un peu nerveux et se souvient du passé lorsqu'en plein entraînement, son village a été attaqué entraînant des morts. Alors que l'attaquant était sur le point d'éliminer Yuki, Busara est intervenu et a libéré ses pouvoirs pour la sauver, mais a finalement été traumatisé. Basara pose alors des questions sur Mio et Maria suppose qu'elle se repose. Mais quand il vérifie sa chambre, il constate qu'elle est partie. Maria s'en veut, mais Basara insiste pour la poursuivre et ils utilisent sa capacité de localisation pour la retrouver. Pendant ce temps, dans la forêt, Mio libère son aura démoniaque pour attirer Lars, prévoyant de régler les choses elle-même. Lorsque le mec apparaît,
Elle le défie et attaque immédiatement avec une tempête de flammes, enchaînant avec d'autres attaques qui drainent rapidement son énergie. Lorsqu'il s'en sort indemne, elle réessaye, invoquant une autre attaque de feu, mais il la prévient que si elle continue, il mettra le feu à la maison de Bossara. En entendant cela, elle abandonne et choisit de se rendre pour le protéger. Alors Lars la lie et ouvre un portail vers le monde des démons, mais à ce moment-là, Yuki apparaît. Yuki se transforme en forme de combat et attaque Lars, jurant de venger Basara. Cependant, toutes ses frappes sont bloquées par une barrière. Elle change de tactique et lance une attaque plus forte, forçant Lars à esquiver en sautant vers un terrain plus élevé. Il riposte avec des sorts puissants qu'elle évite à peine, mais à mesure que le combat continue, elle commence à s'épuiser. Juste au moment où Lars invoque une attaque massive pour l'achever, Basara apparaît soudainement et la traverse avec son épée. Utilisant sa technique, il détruit l'attaque et la renvoie, puis charge Lars avec une série de frappes. Et voyant cela, Lars finit par reconnaître qu'il représente une réelle menace. Lorsque Lars contre-attaque avec plusieurs attaques, Basara profite de ce moment pour créer une ouverture et réussit un coup, bien que Lars survit grâce à sa barrière. Conscient des limites de Basara, Lars passe au combat rapproché, mais Maria arrive soudainement et le repousse. Cela donne à Basara la chance de décrocher plusieurs coups supplémentaires avant que Lars ne disparaisse. Une fois les choses réglées, Maria fond en larmes, ce qui distrait Basara suffisamment longtemps pour qu'un autre démon le poignarde par derrière. Voir cela pousse Mia à bout et ses pouvoirs deviennent incontrôlables, soulevant tout autour d'elle avec une force intense. Basara essaie de la calmer, mais elle dit qu'elle tient à peine le coup. Elle le supplie de l'arrêter avant de tout détruire, mais il refuse. Au lieu de cela, il lui dit que la famille reste unie et ne s'abandonnera pas. Pour elle, il dégaine son épée et se concentre uniquement sur la suppression de son pouvoir. Avec effort, il y parvient, la sauvant ainsi. Le lendemain de la bataille, Yuki visite leur maison et demande à voir Basara, mais Maria dit qu'il se repose encore après s'être poussé trop loin. Sur ce, Yuki laisse quelques médicaments et part, même si elle est invitée à rester. En s'éloignant, elle réalise que Basara prend enfin le contrôle de ses capacités, ce qui signifie qu'il pourrait être prêt à affronter son passé. Quelques jours plus tard, Basara retourne à l'école. Se sentant mieux grâce aux médicaments, il se rend sur le toit pour voir Yahiko et lui demander s'il va bien. Yahiko pense qu'il parle d'un incident récent à l'école, mais Basara mentionne autre chose qui fait allusion à une précédente rencontre entre eux. Yahiko essaie de l'effacer, mais lorsque Basara attaque soudainement, il l'esquive et révèle sa véritable identité, être l'homme masqué lui-même, Lars. Ils se préparent à se battre, mais Basara suggère plutôt de conclure un accord. Il explique que puisque Lars est censé surveiller Mio, cela poserait des problèmes si ses supérieurs découvraient qu'il a échoué. Il propose qu'ils agissent tous les deux comme si de rien n'était, afin qu'aucun ennemi plus fort ne soit envoyé après elle. Lorsque Lars se demande pourquoi il devrait lui faire confiance, Basara affirme qu'il aurait pu gagner leur dernier combat s'il avait tout mis en œuvre, et Lars décide de l'accepter pour le moment puisque cela joue en sa faveur. Avant de partir, Basara pose des questions sur le démon responsable du massacre du parent adoptif de Mio, et Lars lui révèle le nom de Zolja, un démon qui veillait auparavant sur Mio mais a choisi de se déchaîner. Après le départ de Lars, Mio apparaît et remercie Sarah de l'avoir sauvé. En guise de remerciement, Mio se penche pour l'embrasser, mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Yuki le tire en arrière, l'avertissant de ne pas se laisser prendre. Elle lui tend une boîte à lunch pour le convaincre, et quand Maria arrive, elle transforme la situation en rivalité, disant que Mio doit gagner si elle veut son attention. Alors qu'ils se disputent, la malédiction de Mio s'active à nouveau et Maria commence à suggérer d'utiliser le glizi épais dans le bento de Mio pour que Mio ouvre grand ses deux lèvres pour le prendre profondément. Basara essaie de rejeter, mais Maria évoque la pièce de théâtre sur le gâteau de la salle de bain qu'ils ont joué quelques nuits auparavant, ce qui attire l'attention de Yuki. Lorsqu'on lui a demandé, Maria révèle le pacte de maître et d'esclave entre Basara et Mio et elle le refuse catégoriquement, refusant de laisser Basara appartenir à quelqu'un d'autre que le sien. Pendant ce temps, Jin est occupé à travailler sur quelque chose en secret et il dit à quelqu'un de mystérieux au téléphone de garder un œil sur Basara et les autres. Le lendemain, Basara se réveille et trouve Maria sous ses vêtements, pressant ses petites pepperonis sur lui pour le réveiller, lui et son gros Johnny. Il se plaint et Maria lui demande de la supplier gentiment et de la faire craquer s'il veut qu'elle parte. Mais Basara refuse de laisser passer cela et lui donne une claque sur la tête pour arrêter ses bêtises. Il se dirige ensuite vers la salle de bain où malheureusement, Mio est déjà à l'intérieur. Et juste au moment où elle s'apprête à crier, il lui couvre la bouche par instinct, mais glisse sur le sol mouillé. Ils se retrouvent tous les deux dans la position dans laquelle vos parents ont commencé en vous faisant, et elle l'éloigne immédiatement. Elle commence à le gronder, mais il fait valoir qu'elle n'a pas mis le panneau des toilettes. Mio ne le croit pas au début, mais quand il explique correctement, il devient clair que quelqu'un d'autre a dû le déplacer. Il rit car cela leur rappelle leur première rencontre, mais Mio refuse de lâcher prise et le zappe avec des éclairs. Plus tard,
Alors qu'il prend sa douche, Yuki apparaît soudainement et demande à se baigner ensemble. Bosaer se met mal à l'aise, ne voulant pas qu'elle voie ses pendentifs picotants, mais elle insiste pour rester, disant que c'est juste puisque Mio a déjà eu son tour. Elle finit par forcer la situation tout en l'aidant nonchalamment à se laver. Pendant ce temps, Mio vient à la porte pour s'excuser d'avoir réagi de manière excessive plus tôt, mais son explication ne fait qu'empirer les choses lorsque Yuki entend comment Basara l'a mise dans une position privilégiée pour avaler son glizzy. Ensuite, Mio remarque l'uniforme scolaire d'une fille à proximité et le remet en question. Basara panique et essaie de trouver une excuse, mais elle entre par méfiance et les attrape. Avant que les choses ne dégénèrent, sa malédiction s'active à nouveau pour avoir de mauvaises pensées sur son maître. Sentant la dégénérescence arriver, Maria apparaît avec une caméra, mais Basara l'enferme rapidement sous la douche et emmène Mio dans sa chambre. Plus tard dans la journée, Basara emmène Yahiko déjeuner dans un restaurant chic, disant qu'il ne fait que lui rendre service. Pendant qu'il mange Yahiko demande s'il est vraiment le fils de Jin, et quand Basara se demande si son père est bien connu dans le monde des démons, Yahiko explique que Jin est si fort que même le précédent seigneur démon a évité de le combattre. Il mentionne également que davantage de démons seront envoyés pour observer Mio, surtout si elle est sur le point de réveiller sa pleine puissance, ce qui signifie que leur trêve actuelle pourrait ne pas durer. Il prévient que les prochains pourraient être beaucoup plus forts, et suggère que Basara utilise pleinement son pacte avec Mio car cela peut les renforcer tous les deux. Pendant qu'il parle, le méchant d'une infirmière scolaire, Chisato, apparaît et demande à les rejoindre. Ils sont d'accord et elle explique qu'elle a quitté son siège plus tôt parce que quelqu'un l'a dérangé et lui demandait de goûter leur viande à tour de rôle. Ils sont heureux qu'elle ait réussi à s'éloigner de ça et ils dînent tous ensemble. Après le repas, Basara rentre chez elle avec elle et elle mentionne avec désinvolture avoir entendu leur conversation sur les démons, la magie et les sœurs au gros sein. Il considère cela comme une conversation sur un jeu, mais elle ne semble pas entièrement convaincue. Alors qu'il marche, elle le serre soudainement dans ses bras, le prenant au dépourvu, et cela lui fait dire comment il veut protéger ses sœurs. Elle l'écoute, lui donne quelques conseils et l'embrasse sur le front avant de lui remettre tranquillement un porte-bonheur qu'elle a appris de son village. Quelques jours plus tard, Lars rencontre son compagnon démon, un personnage puissant nommé Valga. La bête veut s'en prendre à Mio immédiatement, mais Lars l'avertit que le clan des héros se déplace également, ils doivent donc faire attention. Malgré cela, Valga part quand même. Peu de temps après, un autre démon, un Bastir, apparaît nommé Zest, un subordonné de Zolja. Elle indique clairement qu'elle n'est pas là pour aider Lars, mais qu'elle a sa propre mission qui nécessite sa coopération, ce qu'il est obligé d'accepter. Cette nuit-là, Basara interroge Maria sur la vérité derrière le pacte avec Mio. Elle admet que cela vise à garantir que le pouvoir du Seigneur Démon ne tombe pas entre de mauvaises mains et leur permet de suivre Mio à tout moment. Conscient de son importance, Basara décide de ne pas l'enlever lors de la prochaine pleine lune. Maria essaie ensuite de les aider à établir la confiance à sa manière étrange, entraînant Basara dans un jeu de simulation de rencontre dans lequel le frère aîné doit casser les joues de sa sœur en forme, de sa mère au gros sein et de sa grand-mère Flasque. Même s'il fait semblant de s'en moquer, il finit par voir le sien pendant que Maria explique en quoi cela est utile pour leur lien et leur relation. Cependant, Mio arrive alors que Maria est sur le point de comploter en Alabama et Mio entraîne Maria pour la punir. Au même moment, en ville, un démon manque d'attaquer une femme, mais est stoppé par un groupe de héros. Il révèle ce que le village a désormais amélioré le statut de Mio, passant d'un objet à observer à une menace à éliminer. Le lendemain, à l'école, un groupe de délinquants affronte Bosara pour avoir frappé Mui et Yuki avec son sale gros clizy. Mais avant qu'ils puissent commencer quoi que ce soit, un enseignant les interrompt et les renvoie. Juste après, Yuki arrive et admet qu'elle a appelé le professeur pour l'aider. Elle lui demande ensuite s'il a des projets pour le week-end et quand il dit non, elle l'invite à un rendez-vous. Pendant ce temps, le groupe de héros surveille l'invitation de Yuki et déclare qu'ils doivent éliminer le futur seigneur démon. Quelques jours plus tard, Basara et Yuki se rendent à leur rendez-vous promis dans un centre commercial, Basara étant impressionnée par la taille de l'endroit. Lorsqu'ils arrivent au magasin de vêtements, une vendeuse les accueille et commence à leur proposer des vêtements avec plus d'enthousiasme qu'une fille OnlyFans proposant leurs abonnements à 2$. Pendant ce temps, Basara peut sentir que quelqu'un les regarde, mais l'ignore pour garder l'esprit du rendez-vous léger. Soudain, Mio et Maria apparaissent, et Mio prétend qu'elle et Maria étaient juste en train de faire du shopping et qu'elles les ont croisés par hasard et qu'elle ne les suivait certainement pas. Maria l'interpelle immédiatement, lui disant que personne ne croirait une excuse aussi évidente, mais Basara est heureuse qu'ils soient apparus car il ne savait pas comment gérer la vendeuse.
Pendant ce temps, Yuki s'approche de Mio, et au lieu de s'en prendre à elle, elle demande à Mio de l'aider à choisir des vêtements pour elle. Mio est d'accord, et les deux commencent à passer des vêtements ensemble pendant que Basara regarde de loin, soulagée de voir qu'ils s'entendent bien. Mais après quelques minutes, Mio se rend compte qu'elle aide Yuki à avoir l'air suffisamment sexy pour que Basara craque, ce qui l'agace. Elle commence à se poser des questions. Mais avant que Yuki puisse expliquer quoi que ce soit, un autre héros, Kurume, apparaît soudainement et éloigne Yuki sans avertissement. Ne sachant pas où elle est allée, Basara et les autres se précipitent dehors et essaient d'appeler Yuki, mais elle ne répond pas. Basara s'inquiète, pensant même que s'il avait conclu un pacte avec elle, il pourrait suivre sa position maintenant. Alors que cette pensée persiste, une barrière se forme soudainement autour d'eux, suivie d'une violente attaque de vent. Basara réagit rapidement et aide Mio et Mario à l'esquiver. Puis un démon nommé Valga apparaît, et il se moque immédiatement de Mio, la traitant de faible et indigne du pouvoir du seigneur démon, disant qu'elle le gaspille juste pour être le chien de compagnie de Basara. Basara suppose que Valga est derrière la disparition de Yuki, et quand Valga ne le nie pas, Basara charge Valga sans hésitation, mais son attaque est bloquée sans effort. Valga contre-attaque avec une frappe puissante que Basara évite à peine, mais la force seule le renvoie. Valga poursuit l'attaque, avançant agressivement. Mio s'avance et lance des flammes pour le ralentir, tandis que Maria enchaîne avec un solide coup de poing. Valga réagit à peine et repousse Maria avec facilité. Basara l'attrape, mais ils sont obligés de continuer à avancer alors que Valga continue d'attaquer sans relâche. Ensuite, Valga lance une attaque plus puissante directement sur Mio, mais Basara intervient et la dévie avec son épée. Ce moment suscite l'intérêt de Valga et il commence à prendre Basara plus au sérieux. Le combat s'intensifie rapidement, mais avant qu'il puisse aller plus loin, quelque chose l'interrompt. Valga est soudainement figé par derrière et brisé par Takashi, un héros. Shiba apparaît peu de temps après, déclarant calmement qu'ils ont reçu l'ordre d'éliminer Mio. Takashi critique Basara pour s'être rangé du côté d'un démon, tandis que Kurume l'attaque, le traitant de traître et révélant que Yuki est maintenant sous leur garde. Il précise que Basara n'est plus considéré comme un allié et qu'ils n'hésiteront pas à le traiter comme un ennemi s'il intervient. Même avec cet avertissement, Basara tient bon, tenant son épée et se préparant à se battre. Saïs. Kuruma se prépare à frapper à nouveau, mais avant que les choses ne dégénèrent, Shiba intervient et détruit la barrière qui les entoure comme si de rien n'était. Il dit à tout le monde d'arrêter, soulignant que les combats dans la ville causeraient des dégâts inutiles. Au lieu de cela, il suggère de mettre en place un véritable champ de bataille en une semaine, où les deux parties pourront régler leurs différends. Cette nuit-là, Basara raconte à Jin tout ce qui s'est passé et Jin le met en garde contre Shiba, le décrivant comme l'équivalent d'un blaireau humain. Quelqu'un que le village des héros avait gardé enfermé jusqu'à récemment. Il dit également à Basara de ne pas se retenir, même si cela signifie combattre Yuki. Quand Basara se demande pourquoi il l'encourage à aller contre le village, Jin dit simplement que cela n'a plus d'importance puisqu'ils ont déjà été chassés. Au cours des prochains jours, Basara, Mio et Maria se concentrent sur la préparation de la bataille à venir. Maria travaille à améliorer ses compétences de combat, tandis que Basara aide Mio à prendre le contrôle de ses capacités. Pendant l'une de leurs pauses, Basara explique l'arme de Takashi, une lance de glace appelée Bayako, qui abrite un esprit puissant. Mio commence à se sentir dépassé, pensant qu'ils n'ont peut-être aucune chance, mais Basara la rassure en lui disant qu'ils ont encore une chance s'ils planifient soigneusement. Il explique que Byako représente l'Occident, ce qui signifie que ses capacités ont des limites directionnelles dont elles peuvent tirer parti. Il explique également les capacités de Kurume en tant qu'invocatrice d'esprit, notant qu'elle peut continuer à se battre sans utiliser sa propre énergie. Cependant, en raison de la présence de Byako, elle sera probablement limitée à l'utilisation d'esprit du vent, ce qui leur donne au moins une idée de ce à quoi s'attendre. Ailleurs, Kurume confronte Yuki, se demandant pourquoi elle s'attache à Mio. Elle rappelle à Yuki à quel point elle a travaillé dur pour gagner la reconnaissance dans le village et lui demande pourquoi elle risque tout pour quelqu'un considéré comme une cible. Dans le même temps, Takashi se prépare pour la bataille, gardant toujours du ressentiment envers Basara à propos de l'incident passé qui a conduit à la perte de ses camarades. Plus tard dans la nuit, Maria apporte du thé Basara tout en laissant entendre que renforcer sa connexion avec Mio pourrait le rendre plus fort. Basara refuse, disant qu'il veut établir correctement la confiance avec Mio au lieu de forcer l'intrigue à progresser. Maria le taquine, lui suggérant d'autres moyens d'accéder au pouvoir. Mais avant que les choses n'aillent plus loin, Mio entre Dubiante. Maria essaie de la provoquer, mais Mio garde ses émotions sous contrôle et dit qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour devenir plus forte afin que Basara n'ait pas à se retenir.
Ils passent à autre chose et continuent de se concentrer sur leur préparation. Le lendemain, à l'école, Basara rencontre Yadiko sur le toit, qui est déjà au courant de la bataille à venir, même si Basara n'a pas tout expliqué. Lorsque Basara mentionne que les héros décideront du lieu, Yadiko l'avertit que si la vie de Mio est vraiment en danger, il pourrait intervenir lui-même, même si cela signifie affronter Yuki. Avant de partir, il dit à Basara de s'assurer de gagner pour ne pas en arriver là, et Basara lui renvoie un avertissement pour qu'il soit prêt à ce qui pourrait arriver s'il intervenait. Plus tard, Yuki s'approche de Basara à l'école et lui dit de se retirer du combat pour éviter la punition du village. Basara refuse, promettant qu'il protégera Mio quoi qu'il arrive. Voyant qu'il ne changera pas d'avis, Yuki révèle enfin le lieu de la bataille. Alors qu'elle se tourne pour partir, Basara l'arrête et lui donne une clé de rechange de sa maison. Il lui dit que ce combat ne sera pas la dernière fois qu'ils se verront, et Yuki ne répond pas. Et ce moment laisse un goût amer dans son cœur qui aspire à lui. Ce soir-là, les deux camps arrivent à l'endroit choisi et, après tout ce qui s'est passé, la bataille à laquelle ils se préparaient est enfin sur le point de commencer. Pour commencer, Takashi plante sa lance dans le sol et une immense barrière magique se propage dans toute la zone, scellant tout le monde à l'intérieur. Au même moment, Shiba disparaît, leur laissant le champ de bataille. Lorsque Basara demande pourquoi il a renvoyé Shiba, Takashi explique qu'il ne veut pas qu'il intervienne. Takashi fait le premier pas, traversant un réverbère à proximité avant d'affronter Basara avec ses lames. Mio et Maria interviennent immédiatement pour soutenir Basara, lançant des attaques magiques vers Takashi alors qu'il les charge. Au même moment, Kurume cible Basara avec une puissante tornade, l'envoyant voler à travers le champ de bataille. Avant qu'il ne puisse atterrir, elle s'élève dans les airs avec ses pouvoirs de vent et le suit, poursuivant son attaque tout en le réprimandant pour s'en être pris à sa sœur. Cependant, Basara se rend vite compte que ses attaques le dirigent vers un endroit précis. Au lieu de résister, il fait tourner son corps pour briser la pression du vent, révélant qu'il la laisse intentionnellement le déplacer. À ce moment-là, Kurume comprend que son plan est de l'éloigner de Yuki pour l'isoler dans un combat en tête-à-tête. Ailleurs, Shiba regarde de loin, remarquant que Maria et Mio se retirent, éloignant Takashi de Basara. Ils le conduisent dans une zone plus sombre, le coinçant finalement dans une pièce remplie de débris. Sans hésitation, ils commencent à l'attaquer ensemble, lançant tout ce qu'ils peuvent pour l'écraser. Takashi coupe les objets qu'il lui lance, les détruisant facilement. Lorsqu'il tente de contre-attaquer, Maria intervient et bloque sa frappe, affirmant avec confiance qu'elle est devenue plus forte grâce à un récent entraînement. Takashi décide d'arrêter de se retenir et sa lance commence à briller d'une lumière verte alors qu'il active le pouvoir de Byakko. La soudaine poussée d'énergie projette Maria à travers un mur, montrant à quel point l'arme est dangereuse, même à courte portée. Mio répond rapidement en lançant un sort qui inonde toute la pièce, la remplissant d'eau pour tenter de limiter ses mouvements. Pendant ce temps, Basara continue de se retirer de Kurume jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit qu'il souhaitait. Il se retourne soudainement et l'attaque, mais sa frappe est bloquée par le paravent qui l'entoure. Kurume remarque qu'il se retient légèrement et prend cela comme une insulte, répondant en le faisant passer à travers un mur avec une attaque plus forte. Elle le confronte directement, remettant en question sa détermination et qualifiant ses idéaux d'inutiles. Mais Basara reste ferme, déclarant qu'il protégera ses petites mamans sœurs quoi qu'il arrive. Lorsqu'elle lance une autre attaque, Basara active sa capacité de bannissement. La technique absorbe non seulement son attaque de vent, mais aussi sa connexion avec les esprits, perturbant ainsi son pouvoir. Il enchaîne avec une frappe puissante qui la fait s'effondrer. Alors qu'elle tombe, Kurume réfléchit à sa situation, réalisant qu'elle n'a jamais voulu que les choses en arrivent à ce point entre eux et Basara. Avant qu'elle ne touche le sol, Basara se précipite et l'attrape, la sauvant de devenir une plèbe. Pendant un bref instant, cet acte de gentillesse la surprend, mais il est interrompu par Yuki qui intervient. Kurume essaie d'avertir Basara, mais il ne bouge pas à temps, et Yuki le frappe avec le manche de son épée, le renversant. Bien que Kurume soit inquiet, Yuki donne calmement à Basara une potion qui l'endort, expliquant que c'est le moyen le plus sûr de le retirer temporairement du combat. De retour dans la pièce inondée, Mio remercie Maria de l'avoir aidé à prendre le dessus, mais leur avantage ne dure pas. Takashi libère une autre explosion de puissance, dispersant l'eau avec l'énergie de Byakko. Il lance alors une puissante attaque destinée à les achever tous les deux, mais ils parviennent à s'échapper au dernier moment, le surprenant. Alors qu'ils tentent de se regrouper, il les poursuit, coupant les flammes de Mio sans ralentir. Juste au moment où il est sur le point de porter un coup décisif, Yuki réapparaît et le bloque avec une explosion de sa propre énergie. Takashi l'avertit que se ranger du côté de Mio fera d'elle une traîtresse et tente d'ébranler sa détermination en évoquant l'incident passé impliquant Basara. Cependant, Yuki reste ferme, affirmant qu'elle essaie d'empêcher l'histoire de se répéter et que protéger ses amis fait partie de son devoir de héros. Alors qu'ils commencent à se battre, Mio tente de se joindre à eux,
Mais Maria l'arrête, lui rappelant que leur priorité est de retrouver Basara. Mio le localise se reposant à proximité, toujours sous les effets de la potion, avec Kurume qui veille sur lui. Pendant qu'il dort, Basara commence à pleurer sur sa culpabilité du passé, et Kurume le remarque et réalise à quel point il porte. Quand Mio arrive, Kurume se lève pour lui faire face, prêt à continuer le combat, mais Mio l'ignore et se concentre sur le réveil de Basara. Kurume explique qu'on lui a administré un puissant somnifère, mais Mio continue de l'appeler. Finalement, sa voix lui parvient et il se réveille de son cauchemar. Dans le même temps, Takashi intensifie son assaut contre Yuki, la submergeante d'attaques répétées. Maria essaye d'intervenir mais est renversée. Yuki a du mal à suivre, même si elle se souvient de ce qui est arrivé à Basara dans le passé et à quel point il a été traité injustement. Pourtant, sa détermination à elle seule ne suffit pas à arrêter Takashi et il la renverse à nouveau. Juste au moment où il se prépare à l'achever, Basara arrive, bloque l'attaque et réprimande Takashi pour être allé aussi loin contre quelqu'un qu'ils connaissaient tous les deux. Lorsque Basara baisse légèrement sa garde, Takashi attaque immédiatement à nouveau, pensant avoir trouvé une ouverture. Cependant, Basara esquive chaque frappe avec facilité cette fois. Leur affrontement se poursuit avec Basara frappant rapidement tandis que Takashi défend. Finalement, la défense automatique de Bayako s'active, réagissant au danger qu'elle détecte, libérant une énorme explosion d'énergie qui les fait voler tous les deux. De loin, Shiba regarde avec intérêt, notant que Takashi n'est pas prêt à gérer le pouvoir de Byako. Bientôt, l'esprit lui-même se manifeste sous la forme d'un énorme tigre ressemblant à un gardien. Basara l'identifie rapidement comme un esprit gardien qui n'attaquera que s'il est provoqué. Cependant, Kurume souligne que la barrière elle-même est liée au pouvoir de Bayako, ce qui signifie qu'elle pourrait s'effondrer si la situation empire. Basara voit que s'ils parviennent à repousser l'attaque de l'esprit, ils pourraient peut-être briser à la fois celui-ci et la barrière en même temps. Yuki accepte de l'aider, s'avançant avec son épée Sakuya. Elle attaque l'esprit, attirant son attention vers elle, créant ainsi une ouverture. Basara saisit ce moment et utilise le changement de bannissement, effaçant avec succès l'esprit de l'existence. Par la suite, Takashi continue d'affirmer que Basara est allé trop loin en se rangeant du côté des démons. Cependant, Mio en a marre et le gifle, exprimant sa frustration et soulignant qu'elle aussi a du mal. À ce moment-là, Shiba revient et annonce que la mission est désormais retirée, car éliminer Mio à ce stade pourrait perturber les équilibres plus importants impliquant les dieux et les esprits. Takashi proteste, mais Shiba l'arrête immédiatement avec un avertissement. Alors qu'ils se préparent à partir, Basara tente d'arrêter Yuki, mais la seule présence de Shiba l'oblige à reculer. Avant de partir, Shiba prévient que s'ils ne reviennent pas au village le lendemain, les choses ne feront qu'empirer. Yuki dit tranquillement au revoir à Bosara avant de le suivre, laissant le champ de bataille derrière lui. Quelques jours plus tard, à l'école, Basara et Mio se retrouvent à regarder le siège vide de Yuki pendant les cours. Le silence qui l'entoure semble plus lourd que prévu, surtout après tout ce qui s'est passé. Les amis de Mio remarquent rapidement son expression distraite et interrompent ses pensées, lui demandant pourquoi elle a l'air si déprimée simplement parce que Yuki ne s'est pas présenté depuis un moment. Ils demandent même si quelqu'un la dérange et proposent de l'aider, mais Mio se force simplement à sourire et les remercie, l'écartant sans rien expliquer. Après l'école, Basara et Mio rentrent chez eux ensemble. Alors qu'ils passent devant le site où s'est déroulée la bataille précédente, les souvenirs les frappent à nouveau et le souvenir de Yuki persiste dans l'air. Quand ils rentrent enfin à la maison, Basara se dirige directement vers le réfrigérateur, mais au lieu d'une cuisine calme, il y trouve Yuki, cuisinant avec désinvolture comme si de rien n'était. Surpris, il demande pourquoi elle n'est pas de retour au village. Yuki explique que les anciens ont dégradé le statut de Mio, la remettant en observation au lieu d'une élimination immédiate. Basara demande alors si le village lui a pardonné et Yuki révèle que leur décision a été influencée par un appel de Jin, ce qui inquiète Basara, lui faisant penser que son père aurait pu conclure une sorte d'accord dans les coulisses pour le protéger. Submergée par l'émotion, Basara serre soudainement Yuki dans ses bras. Elle répond en lui tenant le visage clairement sur le point de l'embrasser. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Mio entre et arrête tout échange de jus d'amour. Les voir ainsi l'irrite instantanément, mais Yuki ne recule pas non plus. Elle rapproche Basara et dit à Mio de partir, disant qu'ils étaient sur le point de peindre toute la maison en blanc avec le lanceur de crème de Basara. Cela ne fait que rendre Mio encore plus en colère et elle riposte en disant que Yuki n'a même pas sa place dans leur maison. Maria entre alors et explique avec désinvolture que c'est elle qui a laissé entrer Yuki, pensant que c'était la bonne chose à faire puisque tout le monde s'inquiétait pour elle. Yuki ajoute qu'elle a l'autorisation officielle de rester avec eux, ce qui surprend tout le monde.
Elle explique qu'observer Mio directement tout en vivant ensemble est plus efficace. Peu de temps après, Maria annonce qu'elle a préparé un spectacle pour accueillir Miyoki comme il se doit. Tout le monde se rassemble dans le salon seulement pour que Maria diffuse un clip vidéo de Basara et Mio lors d'une de leurs sessions Freaky Friday impliquant des crétins et des sauces. Mio panique immédiatement et l'éteint, complètement embarrassé. Basara demande à savoir quand elle a même enregistré cela et Maria dit avec désinvolture qu'il est normal d'enregistrer des chefs-d'œuvre dignes de ce nom. Mio l'avertit de ne le télécharger nulle part et l'attrape même pour s'assurer qu'elle comprend qu'elle ne veut pas être la nouvelle Kimka. Pendant ce temps, Yuki commence soudainement à enlever sa chemise et se rapproche de Basara, essayant clairement de rivaliser. Maria est excitée et est sur le point de reprendre son appareil photo, mais Mio l'arrête instantanément. Même lorsque Basara essaie de calmer les choses, Maria continue de suggérer qu'il devrait simplement se laisser aller et casser les fleurs d'amour des deux filles. Après s'être calmés, ils expliquent l'état de Mio et Yuki semble déjà connaître les fonctions du pack, notamment le suivi et l'amélioration de la puissance. Ensuite, Maria suggère avec désinvolture que Yuki forme également une meute, mais Yuki n'hésite pas et accepte immédiatement. Le lendemain, à l'école, Basara devient le centre d'attention, voyant que Mio et Yuki sont à ses côtés. La situation ne fait qu'empirer lorsque les deux filles commencent à rivaliser pour attirer son attention, comme si elles voulaient prendre le premier tour sur son Glizzy. Pendant ce temps, Maria regarde, s'il te plaît, achète-le. Soudain, Maria entend une voix étrange lui disant de se retrouver derrière l'école, et elle accepte doucement. Plus tard, en se changeant, Yuki ne peut s'empêcher de se comparer à Mio dans le département des armes tout en se rappelant comment Maria lui a dit que la taille n'était pas importante. Mio remarque son expression, mais Yuki l'efface simplement et dit qu'elle attend avec impatience le rituel de la meute avant de partir. De retour en classe, Basara change de vêtements lorsque Yadiko remarque les cicatrices sur son corps et pose des questions à leur sujet. Basara ignore cela, affirmant que certaines choses n'ont pas besoin d'être guéries. Il remarque alors Maria errant avec méfiance dans l'école et demande à Yadiko de le couvrir avant de partir à sa recherche. Maria se retrouve dans sa classe et est sur le point de jouer avec son bureau lorsque Basara l'attrape et l'arrête. Elle prétend qu'elle pensait juste à mettre en place un sort qui ferait crémer n'importe quelle femme près de son bureau. Elle suggère ensuite de vérifier Mio, disant qu'elle pourrait être en danger et entraîne Basara avec elle. Il se dirige vers les toilettes des filles où Maria insiste pour qu'il inspecte la zone. Soudain, elle sent quelque chose d'inhabituel et ils se précipitent sur le toit pour trouver un couple qui s'occupe de leurs propres affaires. Agacée, Maria entraîne à nouveau Basara, agacée par le conflit décevant. Ensuite, elle le convainc de vérifier le vestiaire de la fille. Une fois à l'intérieur, elle trouve le casier de Mio et commence à déconner, plaçant même la couverture pêche de Mio sur sa tête. Soudain, ils entendent les étudiants revenir et Maria pousse Bossara dans le casier pour se cacher avec elle. Dans l'espace exigu, Bossara se plaint, mais Maria l'ignore. Mio ouvre finalement le casier et est complètement choquée de les trouver tous les deux à l'intérieur. Elle le referme rapidement et renvoie ses amis avant de s'occuper d'eux. Elle leur donne un court compte à rebours pour sortir et ils se précipitent dehors et s'excusent. Mais les choses ne font qu'empirer lorsque Basara mentionne Yuki et comment il veut lui présenter ses excuses. Mio se met à nouveau en colère et sa malédiction s'active. Alors qu'elle s'effondre, Basara essaie de l'aider, mais Maria l'encourage à agir rapidement. Ils emmènent Mio aux toilettes où ils l'aident à calmer à nouveau son état en utilisant le Virlang 5000. Plus tard, après la fin de l'école, Yuki rencontre Basara et Mio alors qu'ils recherchent Maria. Lorsqu'elle demande pourquoi Maria était à l'école, ils évitent maladroitement la question. Basara demande alors à Yuki de ramener Mio à la maison pendant qu'il cherche Maria, et elle accepte. En regardant autour de lui, Basara aperçoit Maria en train de parler à Yariko et se précipite pour perdre leurs traces. Finalement, il retrouve Maria et elle prétend avec désinvolture qu'elle demandait simplement son chemin. Puis, alors qu'ils rentrent ensemble chez eux, Maria lui demande soudain de lui tenir la main et sans trop y penser, il accepte. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Zest montre à Zulja des images de la vie récente de Mio, y compris son temps avec Basara. Zulja remarque la capacité inhabituelle de Basara et s'y intéresse, surtout lorsqu'il le voit effacer la magie. Voyant le potentiel de cela, il décide qu'il est temps de faire avancer leur plan et ordonne à Zest de commencer immédiatement la phase suivante. Cette nuit-là, Maria se présente entièrement s'habiller dans sa tenue de succube, excitée par le rituel de la meute de maîtres serviteurs de Basara et Yuki. Basara remarque rapidement la tenue de Yuki et demande pourquoi elle porte quelque chose d'aussi chaud et épicé. Yuki admet sans hésitation qu'elle a demandé à Maria de le faire pour elle, car elle ne voulait en aucun cas perdre contre Meiyo, alors elle a décidé de tout mettre en œuvre. Basara fait de son mieux pour rester calme et éviter de trop regarder, détournant les yeux pour éviter de se transformer en Magu agité. Cependant, Yuki l'interpelle immédiatement et menace de lui faire de la crème s'il continue de l'éviter.
N'ayant pas le choix, il cède et la regarde correctement. Le rituel commence lorsqu'un cercle magique se forme autour d'eux deux. Au même moment, un sceau plus petit apparaît sur la main de Bao-Sara, et il dit à Yuki de terminer le processus en l'embrassant, mais elle refuse. Au lieu de cela, elle prétend qu'elle ne conclura pas un pacte de maître-serviteur normal comme celui-là. Plutôt que de suivre la méthode standard, elle s'attend à ce que Basara le gère de la manière bizarre qu'il l'a fait avec Neo auparavant. Alors que le cercle magique commence à s'estomper en raison du retard, Yuki commence à perdre le contrôle de la situation, forçant Basara à y intervenir et à aider à stabiliser le rituel. Basara fait ce qu'il peut pour empêcher le processus d'échouer, en appuyant soigneusement sur les bons boutons pendant que les Maoris le regardent et l'encouragent à aller plus loin. Il continue jusqu'à ce que le cercle magique autour d'eux commence à briller plus intensément, signalant que la meute prend enfin effet et les renforce tous les deux. Cependant, Maria insiste sur le fait qu'ils n'ont pas encore fini et elle suggère que Basara devrait emmener Yuki et Mio aux toilettes pour continuer à renforcer leur lien en faisant progresser l'intrigue. Elle ajoute également avec désinvolture que puisque les deux filles sont désormais liées à Basara, Mio devrait commencer à appeler Yuki par son prénom. Étonnamment, aucun d'eux ne discute beaucoup et ils acceptent l'idée. Pendant que tout cela se produit, Zest observe tout à distance et les voir interagir ainsi la rend malade. Elle ne peut s'empêcher de comparer sa situation, se sentant frustrée de servir quelqu'un de complètement différent et de ne pas pouvoir vivre quelque chose de magique comme ça. Le lendemain, à l'école, Mio et Yuki jouent au volleyball ensemble, faisant preuve d'un travail d'équipe surprenant, tandis que Basara regarde de côté, impressionné par la façon dont ils s'entendent bien. À un moment donné, une balle perdue manque de le toucher, mais Yadiko intervient juste à temps pour l'arrêter. Plus tard, Basara se rend au bureau de l'infirmière où Chisato soigne ses doigts blessés. Tout en le soignant, elle lui fait remarquer qu'il n'a pas vraiment eu le temps de se détendre ces derniers temps. Elle lui conseille de ne pas se mettre trop de pression et d'anticiper au lieu de s'inquiéter constamment de ce qui pourrait mal se passer. Elle lui dit que s'il veut protéger les personnes qui comptent pour lui, il doit rester calme et préparé. Avant de partir, elle lui rappelle de ne pas retirer les bandages jusqu'à ce qu'elle le dise. Ensuite, un de ses camarades de classe, Sakaki, s'approche de lui et lui demande directement s'il sort avec Mio ou Yuki, d'autant plus qu'il vit avec les deux. Basarani, Mei Sakaki ne semble pas convaincue. Au lieu de cela, elle commence à le taquiner, laissant entendre qu'elle en sait plus sur sa situation qu'elle ne le devrait. Elle l'invite ensuite à passer du temps en privé à s'entraîner avec elle, voulant clairement lui prendre le haut de la gorge. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Yuki apparaît soudainement avec Mio et attaque immédiatement Sakaki. Mais Sakaki évite facilement son attaque, confirmant les soupçons de Yuki, selon lesquels elle n'est pas qu'une camarade de classe normale. Yuki dit à Bao-Sara de se concentrer sur l'aide à Mio, dont l'état s'aggrave à nouveau pendant qu'elle s'occupe de Sakaki. La situation s'aggrave lorsque Sakaki est rejointe par son partenaire, Aikawa, ce qui en fait un combat à deux contre Yuki. Malgré cela, Yuki n'hésite pas à continuer le combat. Pendant ce temps, Mio s'enfuit, submergée par ses émotions après ce qu'elle a vu plus tôt. Ses pensées s'emballent alors qu'elle se débat avec tout ce qui se passe. Elle atteint finalement une zone calme où Maria apparaît et tente de la calmer. Soudain, Mio s'effondre. Un sort prend effet et Zest apparaît, révélant qu'elle est derrière. Basara se précipite vers eux dès qu'il sent que quelque chose ne va pas. Mais avant qu'il puisse atteindre Mio, elle et Zest disparaissent. Basara essaie d'utiliser la connexion de la meute pour la localiser, mais il se rend vite compte que quelque chose ne va pas et qu'il ne peut sentir que Yuki, pas Mio. Ailleurs, Mio reprend conscience dans un état de rêve. Elle revit les souvenirs de son séjour avec ses parents adoptifs, voyant à quel point les choses étaient paisibles avant que tout ne change. Le souvenir s'assombrit lorsque Zulja apparaît et détruit tout, la laissant impuissante alors qu'elle regarde cela se produire. Après cela, elle se souvient avoir rencontré Maria, qui lui a révélé la vérité sur ses origines et lui a promis de la protéger. Mia se réveille du souvenir et se retrouve retenue. Zest apparaît devant elle, clairement satisfait que son plan ait fonctionné. Mia l'accuse de servir l'actuel seigneur démon, Leo Ha-Art, mais une autre voix l'interrompt. Zulja se révèle, indiquant clairement que ses objectifs vont au-delà du simple pouvoir. Entendre sa voix déclenche la colère de Mio et elle exige des réponses sur ce qu'il a fait dans le passé. Au lieu de lui donner une réponse claire, il la provoque davantage, appréciant sa réaction. Avant que les choses ne dégénèrent trop, Maria l'interrompt, l'informant d'un message urgent. Une communication de Leohart apparaît via un appareil magique. Zulja cache rapidement la situation, trouvant des excuses pour son interférence et niant toute implication dans la disparition de Mio. Leohart lui ordonne de revenir immédiatement pour une autre mission, ne lui laissant d'autre choix que d'obtempérer. Avant de partir, Zulja indique clairement qu'il envisage de s'occuper de Mio plus tard. De retour à l'école, Basara confronte Yahiko et demande où se trouve Mio. Yahiko révèle la vérité selon laquelle Maria a agi sous les ordres de Zulja.
Il continue en expliquant les intentions de Zul'jah et comment il essaie de prendre de l'avance dans la course au pouvoir. Ensuite, il révèle que Maria a été forcée de coopérer à cause de quelque chose qui lui était reproché. Il explique également que le pacte entre Basara et Mio a été modifié pour une raison rendant la situation encore plus dangereuse pour elle, réalisant à quel point les choses sont devenues sérieuses. Basara décide d'agir. Il défie Yahiko, déterminé à obtenir l'emplacement exact de Mio. Au même moment, Mio confronte Maria, l'accusant de trahison. Et Maria ne le nie pas, mais explique plutôt que Basara ne pourra pas les atteindre à cause des barrières en place. Avant que Mio ne puisse réagir davantage, Maria utilise la magie pour la rendormir. Quelques heures plus tard, Lars arrive à l'extérieur de la base cachée de Zul'jah, amenant Basara inconscient avec en échange, il demande Mio préparant le terrain pour ce qui va suivre. Zest est surpris lorsque Lars lui fait son offre, d'autant plus qu'elle sort de nulle part. En réponse, Lars évoque calmement le fait que Zul'jah est déjà parti pour le château royal après avoir été convoqué par le seigneur démon Leoa. En entendant cela, Zest reconstitue rapidement les choses et se rend compte que c'est Lars qui a informé le seigneur démon à propos de Zul'jah en premier lieu. Elle l'interpelle immédiatement et Lars ne le nie pas. Au lieu de cela, il souligne avec désinvolture qu'il aurait également pu signaler l'enlèvement de Mio, ce qui serait considéré comme une trahison directe contre le seigneur démon et son conseil. Zest demande s'il les menace, mais Lars ignore la réponse, disant qu'il fait simplement son travail en tant qu'observateur assigné à Mio. Il lui dit même de se concentrer sur son propre devoir, celui de protéger son maître. Zest fait semblant d'accepter l'accord au début, agissant comme si elle envisageait l'accord, mais l'instant d'après, elle bouge. Elle attaque soudainement, le transperçant de part en part, et enchaînant avec une autre frappe pour s'assurer qu'il a fini, sachant qu'il vaut mieux éliminer complètement le risque que de lui faire confiance. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, Maria se sent coupable de tout ce qu'elle a fait. Elle repense sans cesse au moment où Zul'jah a révélé la situation de sa mère et l'a forcée à coopérer. N'ayant pas d'autre choix, elle a alors accepté. Mais maintenant, le poids de cette décision la rattrape. Peu de temps après, Zest arrive avec le corps inconscient de Basara. Elle dit à Maria que les plans ont changé et lui ordonne de le retenir correctement. Elle lui demande également d'utiliser ses capacités pour le garder sous contrôle, précisant que Basara ne peut pas être autorisé à intervenir. Lorsque Basara se réveille enfin, il sent immédiatement Mio à proximité. Cependant, il se rend vite compte qu'il est enchaîné à un lit. Maria entre dans la pièce peu de temps après, confirmant qu'il se trouve dans le manoir de Zul'jah. Elle se rapproche de lui et commence à essayer de le distraire, mais Basara l'arrête en évoquant sa mère. Il propose de l'aider au lieu de se battre, essayant de lui rappeler qu'elle n'est pas obligée de le faire seule. Maria secoue la tête, insistant sur le fait que Zul'jah est bien trop puissante pour qu'il puisse y faire face directement, c'est pourquoi elle a choisi de les trahir en premier lieu. Elle déclare néanmoins qu'elle remplira son rôle même si cela implique de forcer les choses. Un immense cercle magique apparaît au-dessus d'eux, et une étrange clé se matérialise, déverrouillant quelque chose en elle. Au fur et à mesure que le seau se brise, Maria se transforme en une forme de maman plus forte, plus bustier et plus chaude. Elle explique que cette capacité lui a permis de s'échapper dans le passé lorsque la famille de Mio a été attaquée. Elle compte désormais l'utiliser pleinement. Elle active sa capacité hypnotique, libérant Basara de ses contraintes et lui ordonnant de suivre son exemple. Sous son influence, Basara commence à agir sans résistance. Mais alors, même qu'elle met en œuvre son plan, les larmes commencent à se former dans ses yeux, montrant à quel point elle est réellement en conflit. Cette crise émotionnelle suffit. Basara se libère du contrôle, rejetant totalement la situation. Il lui dit clairement qu'il n'a aucun intérêt à jouer le jeu et qu'il veut plutôt la sauver. Maria recule immédiatement, choquée que sa capacité n'ait pas fonctionné comme prévu. Basara invoque son arme et la plante dans le sol, la faisant briller avant de disparaître. Maria souligne que sans cela, il n'a aucune chance contre elle, mais Basara admet qu'il le sait. Pourtant, il avance quand même, se concentrant uniquement sur son objectif de l'atteindre. L'aura de Maria s'assombrit lorsqu'elle l'attaque directement. Il esquive son explosion d'énergie avec rapidité, mais ses frappes physiques atterrissent toujours, l'envoyant s'écraser contre un mur. Malgré tout, il ne s'arrête pas. Il continue de se relever et de se diriger vers elle. En regardant de côté, Zest est impressionné, mais craint également que Maria ne pousse les choses trop loin. Elle se prépare à intervenir, mais avant qu'elle puisse agir, une attaque soudaine l'interrompt alors que Yuki arrive. Zest esquive rapidement et demande à savoir comment Yuki est entré à l'intérieur. C'est alors qu'elle réalise que la barrière autour du château a disparu et que Basara a dû la supprimer plus tôt en utilisant son pouvoir.
Yuki ne perd pas de temps et engage immédiatement Zest dans le combat. Zest prétend que Yuki n'a aucune chance de gagner sur ce territoire, mais le combat ne reste pas longtemps à sens unique. Une explosion de flammes entre soudainement dans le combat et Mio s'y joint bien qu'elle ait été retenue plus tôt. Elle enchaîne avec des attaques éclairs forçant Zest à continuer de bouger. Yuki libère rapidement Mio complètement et explique la situation avec la famille de Maria utilisée contre elle. En réalisant la vérité, la colère de Mio change. Au lieu de se sentir trahie, elle comprend désormais les actions de Maria et se concentre entièrement sur la défaite de Zest. Ensuite, Zest riposte avec une magie plus forte tentant de les submerger, mais Mio et Yuki coordonnent leurs attaques. Les flammes de Mio créent une ouverture, permettant à Yuki de porter un coup solide. Même dans ce cas, Zest parvient à éviter d'être complètement supprimée. Elle essaie de briser leur travail d'équipe en manipulant Mio, suggérant que Basara ne se soucie que de sauver Maria. Mais Mio ne se laisse pas prendre au piège. Elle souligne que Basara essaie simplement de sauver tout le monde, et elle retourne même l'argument sur Zest, soulignant sa propre situation de mal-aimée et de non-chérie. Pendant ce temps, Maria atteint ses limites après avoir déchaîné tout ce qu'elle avait sur Basara. Malgré ses blessures, il continue d'avancer. Peu importe le nombre de fois où elle le frappe, il refuse de s'arrêter. Il l'atteint finalement et lui attrape l'épaule, lui disant qu'il ne l'abandonnera pas. Lorsqu'elle tente une dernière attaque, elle ne parvient pas à l'arrêter. Au lieu de cela, Basara la prend fermement dans ses bras et s'excuse de ne pas avoir réalisé sa situation plus tôt. Ailleurs, Mio et Yuki parviennent à faire tomber Zest et à la retenir. Quand Mio demande si Yuki est venu seul, Yuki révèle que c'est Basara qui lui a dit d'y aller. Il décide de laisser Zest en sécurité pour le moment et se précipite à la recherche de Basara. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, une force puissante les arrête sur place sous la forme de Zul'ja. Zest s'excuse d'avoir échoué, mais Zul'ja le rejette, affirmant que cela n'a plus d'importance. Il lance une attaque qui repousse Yuki et blesse Zest dans le processus. Il critique alors durement Zest, l'accusant de faiblesse et faisant même allusion à la jalousie. Alors qu'il se prépare à terminer les choses, Basara intervient à nouveau. Il utilise sa capacité pour effacer l'attaque et charge directement sur Zul'ja. Leur affrontement est bref mais intense, Zul'ja reconnaissant la force de Basara. Cependant, Zul'ja renverse rapidement la situation. Il active un sort qui fiche Basara sur place, arrêtant complètement son mouvement. Alors que Basara se débat, Zul'ja se rapproche, se préparant à scruter son esprit et à découvrir tout ce qui se cache en lui. À l'extérieur du château, Lars enjambe calmement les restes calcinés du corps double qui a été détruit plus tôt, confirmant que sa tromperie a parfaitement fonctionné. Sans perdre de temps, il entre, sachant que la vraie bataille est toujours en cours. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, Maria se tient dans la pièce même où elle a retenu Basara plus tôt. Son esprit est assombri par la culpabilité et la confusion alors qu'elle repense à sa promesse de sauver sa mère et à son insistance pour qu'elle lui fasse confiance. Malgré tout ce qu'elle a fait, il choisit toujours de croire en elle et cela lui pèse lourdement sur le cœur. Ailleurs, Basara lutte contre la force invisible qui le maintient en place, tandis que le menton de Zoljimak affirmant que l'ancien grand héros a tout abandonné pour un perdant mou et volontaire d'un fils. Il va plus loin, se vantant qu'il revendiquera à la fois le pouvoir dormant de Mio et les propres capacités de Basara. En entendant cela, Mio panique, mais Basara refuse d'arrêter. Avec un élan de volonté, il se libère de sa retenue mentale et se jette en avant, balançant sa lame. Zul'ja échappe facilement à la grève et continue de le provoquer, mais cela ne fait qu'alimenter encore plus la soif de sang de Basara. Il attaque encore et encore, plus vite et plus précisément, se rappelant les leçons et les encouragements que son père lui a donnés. Pourtant, Zul'ja répond à chaque frappe sans effort, bloquant avec sa lame sombre tout en commentant l'amélioration de la vitesse de Basara. Malgré les efforts, l'écart entre eux reste évident. Zul'ja finit par renverser Basara avec une force écrasante, l'envoyant s'écraser au sol. Il le traite de honte, puis enchaîne avec une puissante attaque de flamme. Basara parvient à le contrer avec son mouvement de disparition, bien que le recul le force à se mettre à genoux. Refusant d'abandonner, Basara charge à nouveau, mais Zul'ja disparaît soudainement. Quelques instants plus tard, une force invisible l'attrape par derrière et le projette au sol. Même alors, Basara a du mal à se relever, ce qui semble amuser encore plus Zul'ja. Cette fois, Basara ferme les yeux, se concentrant entièrement sur la détection de son adversaire plutôt que sur sa vue. Avec cela, il peut sentir la présence de Zul'ja, mais sa lame ne peut pas percer la puissante barrière qui l'entoure. Zul'ja, ravi du désespoir grandissant, le frappe à nouveau et utilise sa magie pour envahir à nouveau l'esprit de Bausara.
Des illusions commencent à se former, essayant de le piéger mentalement et de briser sa volonté. Pendant un instant, la résistance de Basara faiblit jusqu'à ce que Maria apparaisse. Son arrivée surprend tout le monde. Mio est particulièrement choqué par la forme de maman d'Ami transformée et plus puissante de Maria. Zolja l'accueille avec un sourire, mais Maria reste ferme. Elle ignore ses tentatives de la provoquer en la traitant de pute succube et déclare qu'elle mettra fin à cela. Pas pour elle-même, mais pour empêcher Azara de tout risquer. Zolja réplique en élevant sa mère, la forçant à choisir entre la loyauté et la survie. Maria refuse les deux options, mais Zolja révèle ce qui semble être la preuve que sa mère a déjà été massacrée. L'image brise son sang-froid et sa transformation s'estompe à mesure qu'elle s'effondre. Ce moment de désespoir déclenche tout autre chose. Les émotions de Mio explosent, son aura explose de manière incontrôlable, alors que les souvenirs de sa propre perte refont surface. Le champ de bataille tremble sous le poids de sa puissance. Tout le monde le ressent sauf Zolja, qui active rapidement un champ anti-magique pour le supprimer. Il admet que la provoquer était intentionnelle, pensant que cela réveillerait le pouvoir qu'il recherche. Cependant, l'énergie de Mio résiste à son contrôle, et quand il s'approche d'elle, elle le repousse avec une explosion de puissance brute. Conscient du danger, Zulje s'inquiète pour la première fois. Consumée par la colère, Mio déclare qu'elle ne se soucie plus des conséquences. Alors qu'elle commence à rassembler de l'énergie pour une attaque dévastatrice, Basara s'avance à peine debout. Avec le soutien de Zest, il appelle Mio pour lui demander d'arrêter. Elle lui dit de la commander à travers leur pacte, mais il refuse car il ne veut pas la forcer, mais veut plutôt qu'elle choisisse. Il lui rappelle sa promesse de la protéger, non seulement des ennemis, mais aussi de sa perte. Petit à petit, ses paroles lui parviennent. L'énergie écrasante commence à s'estomper à mesure qu'elle reprend le contrôle, choisissant de lui faire confiance plutôt que de se mettre en colère. Zolja profite du moment pour s'échapper et disparaître du champ de bataille. Même si la menace immédiate a disparu, la tension demeure. Puis, de façon inattendue, la mère de Maria, Sheila, apparaît. Maria est abasourdie, incapable de comprendre comment elle a survécu. Basara explique que Lars a aidé à orchestrer son évasion dans le cadre d'un accord. Cette révélation change tout car ce qui semblait être une trahison fait en réalité partie d'un plan plus vaste. Dehors, Zolsi rencontre Lars qui révèle la vérité selon laquelle la mort dont il a été témoin a été mise en scène à l'aide d'un double. Lars explique ensuite sa motivation, selon laquelle Xolja a détruit des personnes qui prenaient soin de lui, et maintenant il a l'intention de régler ce compte personnellement. De retour à l'intérieur, le moment de soulagement ne dure pas longtemps, le château commence à bouger violemment. Zest explique que la structure entière est en fait une créature massive déguisée et contrôlée par Zulja, et que sa magie ayant disparu, la créature s'est réveillée. L'environnement qui les entoure change rapidement. Des fluides acides commencent à couler d'en haut, confirmant qu'ils se trouvent à l'intérieur du corps de la créature. Déterminé à agir, Basara demande le noyau de la créature. Zest les pointe vers le centre et révèle son intention d'utiliser le vaisseau de bannissement pour perturber la structure dimensionnelle de la créature. Mio s'avance, hésitant au départ, mais décide finalement de se tenir à ses côtés. Yuki le rejoint également, déterminé à le protéger aux côtés de Mio. Mario reste avec Sheila, assurant sa sécurité. Sans perdre de temps, Zest ouvre un chemin plus profond dans la créature. Ensemble, ils courent vers le centre, sachant que tout dépend désormais de ce qu'ils feront ensuite. Ils s'enfoncent plus profondément dans le labyrinthe vivant pour être accueillis par un essaim de monstres glissants qui se jettent sur eux depuis l'ombre, mais Basara, Mio et Zest les abattent sans transpirer. Finalement, ils atteignent ce qui ressemble à une impasse, un mur scellé de chair et de matière durcie. Basara fait une pause, confus, mais Zest explique rapidement que la transformation de la créature a déformé la structure du château. N'ayant aucun moyen de revenir en arrière, ils n'ont d'autre choix que d'aller de l'avant. Zest s'avance, libérant une explosion d'énergie sombre qui brûle l'obstacle, ouvrant ainsi une nouvelle voie. Ils arrivent bientôt à un escalier qui tourne anormalement, et les marches elles-mêmes se transforment en monstres grotesques, se jetant sur eux avec des membres déformés. Zest explique qu'il s'agit du système immunitaire de la créature qui réagit à leur présence, essayant de les éliminer avant qu'elles ne puissent atteindre le noyau. Yuki s'avance immédiatement et dégaine sa lame. Elle leur dit de continuer à avancer pendant qu'elle retient le dos du monstre. Basara ne veut pas la laisser seule, mais Yuki insiste, disant que s'il ne conserve pas ses forces pour le coup final, tout s'effondrera. À contre-cœur, il lui fait confiance, et à mesure qu'ils avancent, les bruits de la bataille résonnent derrière eux. Yuki se bat avec une précision implacable, traversant les vagues de monstres avec habileté et rapidité. Et bien qu'elle soit entourée de toutes parts, elle ne faiblit pas. Les monstres arrivent sans fin, mais elle tient bon, faisant gagner aux autres le temps dont ils ont besoin. Pendant ce temps, Zest conduit Basara et Mio à travers un passage étroit
qui descendent en spirale dans les profondeurs de la créature. Finalement, ils atteignent une chambre comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Zest fait une pause, notant qu'elle n'y est jamais allée, mais elle sent que c'est le domaine privé de Zul'jah. Mio entrait en premier et l'une des silhouettes bouge soudainement, se jetant en avant et l'attrapant. Basara se précipite pour l'aider, mais il est intercepté par une autre créature identique qui le projette au sol. Juste au moment où les choses commencent à dégénérer, Zest intervient et anéantit les deux attaquants avec une puissante poussée de magie. Ensuite, la pièce prend vie alors que des dizaines d'autres démons humanoïdes se réveillent autour d'eux. Zest se rend immédiatement compte qu'ils doivent tous les éliminer d'un coup, sinon ils risquent d'être submergés. Tous les trois libèrent tout ce qu'ils ont. Mais la bataille s'intensifie lorsque les créatures commencent à utiliser elles-mêmes la magie, imitant de vraies techniques de combat. Pourtant, Basara et Zest s'adaptent rapidement, les éliminant les uns après les autres. Alors que le dernier d'entre eux tombe, Zest regarde les restes et se rend compte qu'il s'agit de prototypes, d'expériences ratées calquées sur sa propre existence. Sans s'y attarder, elle fait exploser le sol sous eux, révélant un chemin vers le noyau. Ils tombent dans la chambre finale où le noyau de la créature vibre d'énergie protégé par des monstres massifs. Mio et Zest tentent d'attaquer immédiatement, mais sont repoussés alors que les gardiens ripostent avec une force brutale. Les options étant épuisées, Zest s'avance et prend sa décision. Elle attirera l'attention de la créature pendant que Basara détruira le noyau. Lorsqu'il essaie d'argumenter, elle l'arrête et révèle la vérité selon laquelle elle n'est rien de plus qu'un prototype créé et abandonné, Zul'jah n'accordant jamais de valeur à son existence. Mio refuse d'accepter cela, arguant que Zest a clairement un cœur, mais Basara comprend ce qu'elle essaye de faire. Alors il accepte son plan. Ensuite, Zest déclenche plusieurs cercles magiques, bombardant les gardiens et attirant leurs attaques. La chambre tremble violemment, alors que Basara s'avance, concentrant tout en un seul coup final. Avec une puissante activation du changement de bannissement, il efface le noyau. La créature laisse échapper un rugissement assourdissant, tandis que l'énergie explose vers l'extérieur, l'onde de choc déchirant le paysage environnant, détruisant même une montagne lointaine avant que la bête ne s'effondre finalement. Dehors, Lars observe les conséquences avec un sourire narquois avant de tourner son attention vers Zul'jah. Sans hésitation, il soumet le démon affaibli. Plus tard, Zest reprend conscience et se retrouve vivante et libre. Shell s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle a l'intention de faire maintenant. Zest admet tranquillement que son destin ne lui appartient plus et qu'il repose entre les mains de Basara. Mais en regardant autour d'elle, elle se rend compte qu'il n'est pas là. Ailleurs, Lars s'occupe de Zul'jah, l'épuise brutalement et il révèle que quelqu'un a demandé à être témoin de la fin. Zul'jah suppose que ce sera quelqu'un qu'il pourra manipuler, mais à la place, Basara arrive et s'excuse d'être en retard. Lars explique la condition finale de leur accord, à savoir que Basara confirmera la mort de Zul'jah et qu'en retour, Lars le soutiendra pour aller de l'avant. Zul'jah supplie désespérément, mais Basara n'hésite pas et Lars y met fin rapidement. Avec le départ de Zul'jah, Basahar se demande si tout s'est vraiment déroulé sur la bonne voie. Alors qu'il se tient là, le bandage sur son doigt, placé plus tôt par Chisato, tombe, marquant la fin de la bataille. Quand il rentre chez lui, les choses sont plus calmes. Yuki l'informe que Maria et Chela se reposent alors que Mio est encore éveillée. Zest suggère d'éliminer les menaces restantes, mais Basara rejette cette idée, choisissant une voie différente pour elle. Puis il va voir Mio qui est secouée, alors il reste avec elle. Ils parlent de tout, de l'enthousiasme, de la suite et de la paix fragile qu'ils ont retrouvée. Mais l'inquiétude de Basara persiste, et quand il demande si Zul'jah lui a fait du mal, elle le rassure, mais ses émotions continuent de monter. L'espace d'un instant, il perd le contrôle, submergé par la peur de la perdre, et s'en prend pleinement au péché de Johnny sur ses intrigues et ses crèmes. Lorsqu'il reprend ses esprits, il se retire immédiatement et s'excuse. Cependant, Mio ne répond pas comme il l'espérait. Au lieu de cela, elle lui demande de rester encore un peu. Avant que le moment ne soit réglé, Yuki entre dans la pièce et se joint à la fête. Ensuite, Zest se joint également à la scène pendant que Maria regarde de l'extérieur. Mais Basara entraîne Maria dans la pièce, la suppliant de faire quelque chose. Mais alors que les émotions sont vives, Maria fait son propre geste audacieux, déclarant ouvertement ses sentiments. Cette nuit-là, les démons de la faction modérée arrivent pour récupérer Maria et Zest. En partant, le groupe est une fois de plus contraint de se séparer. De loin, Lars observe en silence et au loin, dans le palais du Seigneur Démon, une nouvelle tempête se prépare déjà. Lorsque Leohart revient, il trouve ses gardes vaincus et Jin est assis sur son trône, déclarant qu'il est là pour rembourser ce que Leohart a fait à ses enfants. Si vous regardez ce récapitulatif de l'animé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Hot Demon Sisters. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animé comme celui-ci, regardez cette vidéo.